Longtemps, la mode africaine a été enfermée dans quelques clichés. Iman Aïssi s'emploie depuis des années à les déconstruire. Premier créateur d'Afrique subsaharienne admis dans le très select calendrier officiel de la haute couture à Paris, il défend les savoir-faire textiles du continent bien au-delà du seul wax qu'il ne peut pas voir en peinture. Vous le verrez dans son livre La grande couture, édité par Débat Public. Il revient sur son enfance au Cameroun, au parcours de danseur, de mannequin, puis de couturier, mais aussi sur ses obstacles qu'il a dû surmonter pour aujourd'hui imprimer sa vision dans ce monde si fermé. Merci Iman Aïssi, c'est un honneur, que dis-je, de vous recevoir sur ce plateau du Journal de l'Afrique. Bonsoir, le plaisir est partagé. Alors, c'est un bonheur de découvrir votre histoire parce qu'évidemment, vous êtes connu, vous avez une carrière aujourd'hui bien installée. Et quand on lit, peut-être peu de gens savent que, avant d'être couturier, vous avez été danseur et mannequin et qu'au départ, vous avez surtout un rapport au corps qui est très fort, très impressionnant. Est-ce que c'est ça qui vous a motivé aussi, qui finalement une continuité entre vos métiers d'avant et celui de couturier? Pour moi, je pense que tout ça est lié. J'ai été danseur, j'ai été un premier danseur, ensuite mannequin. Et dans ma famille, il y a la danse, le sport. Mon papa il faisait de la boxe anglaise. Hein. Donc j'ai fait un peu de boxe aussi. Donc pour moi, le corps était une œuvre d'art vivant. Et aussi, quand on connaît le mouvement corporel, la liberté de mouvement, je crois que tout prend sens aussi. Et on peut danser, on peut s'exprimer, on peut faire les mouvements, on peut faire comprendre certains messages par le gestuel. Il y a tout un tas de choses. Hein. Donc pour moi, le gestuel, c'est comme une langue aussi. On peut parler avec le corps, avec les mimiques du visage, avec les bras, les jambes qui bougent, le torse. Donc le corps, c'est c'est un instrument. Ce livre est présenté comme une autobiographie. Pourquoi avez-vous eu envie aujourd'hui de raconter votre histoire? Je dirais même que c'est une livre de réflexion. Un livre de réflexion, je reviens sur certains points de vue dans différents corps de métier que j'ai abordés, que j'ai menés, et aussi mon vécu, un peu de mon vécu. Et c'est beaucoup de questionnements, des questions que je pose, même si j'ai des réponses, je laisse libre aux gens de découvrir. Oui, la forme est très déroutante. Hein. Ils verront. D'abord, c'est un magnifique livre. Merci. Très, très bien édité. Il est très beau à voir, très beau à lire, très agréable. Il se lit vraiment très facilement. Merci. Et je crois qu'il y a une souplesse hein, et, qui est très libre. Hein. Même, j'ai tenu aussi à laisser la liberté des réponses. Moi, je me pose certaines questions aussi, même si on le sait. Oui. Mais on pousse un peu le vice jusqu'au bout pour pouvoir un peu se reposer les mêmes questions, de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce qui se passe, comment le monde traite ses enfants. Oui. La beauté africaine, la beauté noire commence à évoluer. Absolument. Le luxe, la haute couture, les petites mains qui sont derrière, la presse d'aujourd'hui, la presse de demain et la presse d'hier. Oui, absolument. Il y a tout un tas de choses que vous défendez finalement. Hein? Que je défends. Oui. En même temps, je les titille un peu. Oui, exactement. Vous les titillez, vous êtes un peu taquin. Alors, depuis vos débuts, on va parler de quelque chose qui est important pour les téléspectateurs, mais effectivement, qu'il soit africain ou pas d'ailleurs, c'est la place du wax. Le wax qu'est-ce que je raconte, néerlandais, mais qui vient d'Indonésie, etc., du batik, tout ça, on sait. Mais vous avez décidé sciemment, dès le début, de travailler sur les tissus africains, le raffia, par exemple, enfin, des choses très différentes, finalement, qui ne sont pas tout de suite identifiées comme du tissu africain. Pourquoi ce parti pris? Expliquez-nous. Parce que je voulais... J'étais à la recherche de la vérité. Je ne mène pas le wax, je ne le fais pas en procès. Oui, les producteurs de wax, mais c'est une question de reconnaissance et d'identité. Il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont. Le wax devient un tissu africain à partir de certaines dates historiques.
mais l'Afrique a toujours eu son propre patrimoine du textile qui existe et que les Africains même on tourne le dos, on s'est accaparé des choses des autres. Donc la faute à qui? La faute aux Africains eux-mêmes. Tant qu'on va fonctionner comme ça, il y aura toujours un souci. Le monde a évolué aujourd'hui, donc les gens sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, mais il ne faut pas oublier que nous aussi, nous devons faire évoluer notre matière. Et c'est là où ça devient intéressant. Si on ne transforme pas nos matières sur place, si on ne sait pas les vendre, si on ne sait pas faire la promotion de nos matières, il y a un problème. Oui, On ne va pas rester éternellement à acheter de ce qui vient d'ailleurs. Il faut consommer et fabriquer et transformer la matière africaine. La matière africaine, c'est très important. Et d'ailleurs, vous êtes devenu le premier créateur africain à rentrer dans ce fameux calendrier officiel de la haute couture parisienne, parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais le terme haute couture n'est pas donné à tout le monde. C'est un club très fermé. Tout à fait. Pour vous, est-ce que c'était au-delà de la victoire personnelle, est-ce que c'était une avancée symbolique pour toute une génération? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y en ait d'autres finalement? Pour qu'il y en ait d'autres, il faut beaucoup de travail. Parce que c'est très sélectif, beaucoup de sérieux. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et aussi la mode. La mode, c'est une manière d'être, c'est une culture. Et ça brasse beaucoup de petits métiers qui sont très nobles. Quand on parle de la haute couture, par exemple, une robe très travaillée peut passer de 5, 6, 7 ateliers différents pour la broderie. Ce n'est pas les mêmes qui vont faire la coupe, qui vont broder ou qui vont faire des ourlets ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs petites mains pour travailler une seule robe. Et aussi, quand c'est comme ça, on ne parle pas de prix dans le luxe. Le prix, ça se découvre. Donc, selon le temps. J'aime beaucoup cette... voilà, vous voyez un petit aperçu des pics de Imana ici. Précipitez-vous, c'est un très, très bon choix de livre. Vous connaîtrez un peu plus le parcours de ce grand monsieur de la mode africaine à Paris. Merci beaucoup et il nous honore dans tout le monde entier. Merci beaucoup, Imana ici. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, depuis de Yaoundé à Epogo, au parc de Mefou. Vraiment, toutes les beautés qu'offre le Cameroun. Merci beaucoup et rendez-vous très vite parce que l'actualité ne s'arrête jamais sur France 24. Donc, restez sur place.